impatient. Chers collègues, donc je vous propose d'abord, j'espère que vous avez passé tous d'excellentes vacances parce que c'est la première réunion de notre commission de la rentrée parlementaire. Donc, même si le climat tout de suite nous pousse à penser que nous sommes déjà à la Toussaint, malgré tout, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances avec du soleil. Je vais me permettre, avant de passer la parole à nos rapporteurs sur le premier rapport que vont faire Mme Caramanli et M. Quentin par rapport à l'intégration des Roms, de vous faire une information que vous connaissez peut-être. C'est que dans les informations qui nous ont été données, pour les élections européennes, il est envisagé apparemment de dématérialiser les informations électorales qui arriveraient jusqu'à nos concitoyens. Autrement dit, ils ne recevraient pas des professions de foi papier et des bulletins papier chez eux, mais ils recevraient ça de façon dématérialisée. Et par contre, il y aurait quand même un vote classique avec urne, etc., bulletin. Sur des élections qui sont déjà pas les plus populaires de France, ça ne me paraît pas une très bonne idée. Pour une économie qui me paraît très très faible. Donc si vous en étiez d'accord, je vais vous demander vos réactions, mais j'aimerais bien pouvoir saisir par courrier au nom de la Commission les ministres concernés, à savoir Intérieur, Affaires européennes et Budget, et sans doute le cabinet du Premier ministre, pour leur dire que de l'avis de notre Commission, ce n'est vraiment pas une bonne idée, que la dématérialisation, il faudra y penser sans doute un moment, mais que donner le signal sur des élections qui sont déjà difficile à populariser, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Voilà, est-ce que je peux avoir une... Oh, mais vous pouvez peut-être généraliser à ce moment-là, mon cher collègue. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je fasse cette proposition au nom de notre commission ou est-ce que vous avez des réserves? Avec une abstention normale de notre collègue. Il y en a assez décidé. Oui. D'accord. Ça va bientôt être interdit, attention. Bon. Les effets collatéraux des bêtises. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, on va faire comme cela. Et donc, nous allons passer à notre premier point d'ordre du jour. Donc, je vais demander à Marietta et à Didier de me rejoindre pour nous présenter ce rapport sur l'intégration des Roms. Et puis, qui est-ce qui a travaillé? Voilà. Et Céline, voilà. On va faire Shabada, comme ça Céline se met au bout, c'est parfait, effectivement. Voilà, alors je ne sais pas dans quel ordre vous allez intervenir. Bon. Voilà, merci Madame la Présidente. Alors je rappelle d'abord, parce que c'est une longue histoire, c'est un rapport sur les Roms, qu'avec notre collègue Jérôme Lambert, nous avions été chargés, lors de la précédente législature, enfin Jérôme et moi, d'un rapport d'information sur l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l'espace Schengen. Et comme vous l'imaginez, la question des Roms avait été au centre des débats. Alors je rappelle aussi qu'au mois de mars dernier, mars 2013, la Roumanie et la Bulgarie se sont vues refuser leur entrée dans l'espace Schengen, notamment au regard de la situation des Roms dans ces deux États. Je rappelle enfin que les 22 États membres de l'espace Schengen doivent de nouveau se prononcer et se prononcer à l'unanimité d'ici à la fin de cette année 2013 sur l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à cet espace de libre circulation. Et je rappelle aussi que le groupe UMP, dont je vois trois brillants représentants dans la salle, bien sûr, n'hésitons pas à le dire, s'il y a la quantité, il y a la qualité, le groupe UMP est opposé à cette entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen si des progrès sérieux, très sérieux, n'ont pas été réalisés d'ici là sur l'intégration des Roms dans ces deux pays. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce qu'on dépense, on verse à la Bulgarie et à la Roumanie à cette fin des sommes assez considérables,
Et malheureusement, force est de constater qu'il n'y a aucun progrès. Aucun progrès. Alors, la situation des Roms préoccupe toute l'Union européenne. Mais avant, je me permets de faire une toute petite parenthèse pour dire qu'il importe de ne pas faire d'amalgame entre les Roms, qui sont issus majoritairement de Roumanie et de Bulgarie, et dont la population est estimée à quelques 20 000 personnes sur notre territoire national français, et les gens du voyage, qui, eux, sont plus de 400 000, mais les gens du voyage, ils sont pour la plupart des citoyens français, et à eux s'applique la loi Besson, la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Et alors, je prolonge un peu la parenthèse pour rappeler que les problématiques sont différentes, très différentes entre ces deux populations. Et avec nos collègues Dominique Rimbourg et Charles de la Verpillière avec lequel je crois que Marietta a travaillé récemment, nous avions présenté devant la Commission des lois en 2011 un rapport qui visait à faire le bilan de l'application de la loi Besson. Et sur les bases de ce rapport, j'ai déposé et défendu en séance publique en décembre 2012 une proposition de loi, alors là dans la présente législature, une proposition de loi qui visait notamment à régler la question des grands passages. Les maires savent bien ce dont il s'agit, en demandant à l'État, oui je viens d'entendre un mot en 2 syllabes terminant par del, en demandant à l'État de mobiliser des terrains militaires désaffectés ou domaniaux et de prendre la responsabilité de l'organisation de ces grands passages. Alors, cette proposition de loi a été rejetée par nos collègues de la majorité au motif qu'elle ne couvrait pas l'intégralité des problèmes se posant aux gens du voyage. Et à la suite de cela, la majorité actuelle et le président de la commission des lois, notamment, ont annoncé que nous allions préparer un texte plus ambitieux et c'est la responsabilité qui a été confiée à notre collègue Dominique Rimbourg, membre de la commission des lois, je crois qu'il est vice-président, et député socialiste de Loire-Atlantique. Et la proposition de loi, le texte plus ambitieux que prépare Dominique Rimbourg, reprend l'essentiel des conclusions du rapport qui a été élaboré il y a quelque temps par le préfet d'Errache. Bon, je referme cette parenthèse, mais je crois que c'était important de le souligner parce qu'il y a souvent un amalgame, une confusion entre ces deux catégories de population. Alors, pour en revenir aux Roms proprement dit, ils sont, selon des estimations moyennes du Conseil de l'Europe, alors là c'est vraiment, je dirais, au doigt mouillé, comme on dit familièrement, environ 11 millions dans toute l'Europe, au sein de l'espace géographique couvert par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire un espace plus ample, plus vaste que celui de l'Union européenne. Pour ce qui est des 27 États de l'Union européenne, il y en aurait un peu plus de la moitié, c'est-à-dire 6 millions. Et pour davantage de détails, vous pourrez vous référer au tableau sur les populations roms qui ont été élaborés à partir des données du Conseil de l'Europe et qui est reproduit en annexe 2 de notre rapport. Alors, les estimations, je le redis, les estimations variées pour toute l'Europe varient de 8 à 15 millions. C'est vraiment une grosse variation. C'est pour ça qu'on avait pris le chiffre médian de 11 millions. De son côté, l'historienne Claire Ozias, qui est une spécialiste des Roms, estime pour sa part qu'il y a un maximum de 2,5 millions de Roms en Roumanie, entre 700 et 800 000 en Bulgarie, entre 500 000 et 1 million en Hongrie, ce qui ferait au total 4,3 millions de Roms dans ces trois pays, Roumanie, Bulgarie et Hongrie. Alors la grande majorité des Roms d'Europe, c'est une grande majorité, vraiment très grande majorité, de 80 à 85% sont aujourd'hui sédentaires. C'est pour ça qu'il faut se méfier encore des amalgames ou des confusions sémantiques. Souvent, les gens disent Rome, romanichel, itinérant, etc. Ce n'est pas vrai, c'est une population qui, au 4/5e, est sédentaire. Ceux qui conservent un mode de vie itinérant ne se trouvent plus guère qu'en France, mais je le répète qu'il y en a assez peu, finalement 20 000, même si ça pose des problèmes, au Benelux, en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni. Et beaucoup sont déjà en voie de sédentarisation. Alors la Commission européenne a souligné, dans une communication qui a été faite en avril 2010, et qui portait sur l'intégration sociale et économique des Roms en Europe, elle a donné aussi ces chiffres et elle a souligné que les communautés roms dans l'Union européenne des 27, ainsi que dans les pays candidats et candidats potentiels, ne forment pas une population homogène. Et ça, c'est important aussi, parce que d'une manière générale, c'est vrai aussi pour les gens du voyage, c'est des populations
assez hétérogène. Et du fait de cette hétérogénéité, il ne peut pas y avoir une seule stratégie. Il convient au contraire d'élaborer des méthodes différenciées qui tiennent compte du contexte géographique, économique, social, culturel, juridique et sans doute aussi du contexte historique. Alors, une fois que l'on a dit cela, et même si chaque contexte a sa particularité, la Commission européenne propose d'établir une subdivision en 4 grands types. Premièrement, les communautés roms qui vivent dans des zones urbaines ou périurbaines densément peuplées, éventuellement à proximité d'autres minorités ethniques et de groupes défavorisés de la population majoritaire. Alors on voit ça même à Paris. Moi, j'avais été très surpris il y a quelques mois, me rendant au Stade de France pour voir un match de rugby où on avait pris une piquette, d'ailleurs, c'était France-Galles. Vous avez, quand vous entrez dans le Stade de France, en contrebas, un campement de Roms, je veux dire, dans des conditions tout à fait misérables et assez indignes. Alors ça, c'est la première catégorie. Deuxièmement, vous avez les communautés qui vivent dans les quartiers défavorisés de petites villes ou de villages en zone rurale ou dans des campements ségrégés en zone rurale à l'écart des agglomérations. Alors là aussi, c'est des gens qui sont en voie de sédentarisation ou quasiment sédentarisés. Troisième catégorie, les communautés roms nomades ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Mais cela, compte tenu des chiffres que j'ai donnés au début, finalement, ça représente très peu. Alors c'est ce qu'il était traditionnellement convenu d'appeler les Romanichels et qui se livraient à des activités de cueillette, de vendange, de récolte de fruits et autres. Bon, c'est ce qui correspond peut-être à l'idée reçue chez la plupart des gens. Et puis, il y a quatrième catégorie, les communautés roms nomades ou sédentaires, dont les membres sont des ressortissants de pays tiers, des réfugiés, des apatrides ou des demandeurs d'asile. Voilà, alors c'est une typologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais je vous la livre au passage puisqu'elle figure dans les rapports de la Commission européenne. Alors le Conseil de l'Europe, pour revenir à lui, puisque sans arrêt on passe de la Commission européenne de l'Union à 27 ou 28 aujourd'hui, au Conseil de l'Europe, qui est évidemment, comme vous le savez, une assemblée plus large. Le Conseil de l'Europe considère quant à lui que son objectif principal est de promouvoir une approche globale des questions roms par les États membres. Alors on peut s'interroger d'ailleurs sur cette approche globale compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y avait des spécificités très marquées. Alors à cet effet, le Conseil de l'Europe s'est fixé 3 priorités essentielles. Premièrement, la protection des minorités. Deuxièmement, la lutte contre le racisme, l'antitsiganisme et l'intolérance. Et troisièmement, le combat contre l'exclusion sociale. Pour parvenir à un progrès durable, les actions du Conseil de l'Europe sont basées sur les principes de la participation des communautés concernées par le biais des représentants des associations de Roms. Et là, je me permets de souligner ce point qui est important, l'amélioration de la coopération entre les acteurs européens, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec ou entre les représentants des communautés roms, représente en effet un enjeu essentiel. Alors ça, c'est un problème qu'on retrouve constamment, c'est d'avoir affaire à des associations, à des organisations, à des responsables représentatifs. Alors que bien souvent, pour employer un mot pas trop connoté, c'est un peu l'anarchie. En fait. Alors lorsque tel n'est pas le cas, il faudra faire en sorte que les populations roms organisent leur représentation en mode associatif de façon à constituer des interlocuteurs identifiés par et pour les autorités publiques. S'agissant du financement des programmes à leur destination, l'absence des Roms dans les débats sur le cadre de référence stratégique national et les programmes opérationnels risque également de porter préjudice au projet par la suite. Là, c'est l'éternel problème que j'ai déjà esquissé, c'est trouver, pour essayer de régler ces questions, comme l'avait dit le général en d'autres temps, des interlocuteurs valables. Et leur participation à la programmation est donc très importante. Il ne faut pas se cacher, c'est une des difficultés majeures, c'est qu'on ne trouve pas toujours d'interlocuteurs. Alors j'ajouterai sur le point du financement qu'il est bien évidemment également très souhaitable, et alors ça j'y insiste lourdement,
Et il est également très souhaitable que la Roumanie et la Bulgarie, compte tenu des fonds, et des fonds, je crois pouvoir dire, considérables, versés par l'Union européenne, mettent en œuvre une politique d'intégration plus efficace de leur population rome. Parce que suivant la question de Café du commerce, on pourrait se demander où va l'argent. Je rappelle que sur la période 2007-2013, alors tenez-vous bien, tout à l'heure tu l'as esquissé, quelques 17, moi j'ai ce chiffre, quelques 17,5 milliards d'euros ont été affectés dans 12 États membres, et particulièrement en Bulgarie et en Roumanie, à des mesures en faveur des Roms et des autres populations défavorisées, avec des résultats plus que mitigés. Là, c'est l'ancien diplomate que je suis qui utilise cette litote, avec des résultats plus que mitigés au regard de l'ampleur de l'effort demandé au Fonds communautaire. Alors, je rappelle qu'interviennent à cette fin le Fonds social européen, le Fonds agricole pour le développement rural, le Fonds de développement régional. Selon une analyse interne de la Commission européenne, la Roumanie, alors tenez-vous bien là aussi, par rapport aux 17,5 milliards d'euros, la Roumanie n'aurait pour sa part budgété que 38 millions d'euros pour des programmes visant spécifiquement cette minorité. C'est la moitié du budget de ma commune. Alors, les Maisons Laffitte doivent avoir encore plus. Alors que les montants prévus au titre du Fonds social européen atteignent 2,2 milliards d'euros. En Pologne, tenez-vous bien encore, les sommes prévues uniquement pour les Roms sont de 22 millions, alors que les fonds européens dépassent 1,7 milliard. La Commission européenne a donc fixé un cadre de l'Union européenne pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020. C'est une communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil économique et social européen, aux communautés des régions, qui a été faite le 5 avril 2011, pour la période allant jusqu'à 2020. Alors, s'agissant de l'accès au logement en général et des campements illégaux en particulier, elle souligne que les quartiers roms isolés, qui ne sont pas inscrits dans les plans d'urbanisme et ne disposent pas d'infrastructures adéquates, constituent l'un des problèmes socio-économiques les plus importants des communautés roms et en retour des collectivités où ils s'installent. Alors ça, c'est une porte ouverte, mais enfin, il était encore bon de le rappeler. La présence sur le territoire national français de ressortissants communautaires issus des minorités roms et vivant dans des conditions de très grande précarité est ainsi une question récurrente pour les pouvoirs publics. Et cela a occupé l'actualité de tous ces derniers mois, jusqu'à y compris des couvertures de magazines divers. Cette question n'est pas récente, puisque la migration des populations d'origine rome dans les pays européens commence à apparaître au tournant des années 1990, au moment où la construction européenne prend une dimension nouvelle, avec le principe de la libre circulation des personnes et où le démantèlement de l'ancien bloc communiste ouvre les frontières à l'Est. L'adhésion ultérieure à l'Union européenne de certains de ces pays ne s'est pas traduite par des mouvements de population massifs. Cependant, elle a été perçue par des minorités comme une opportunité d'améliorer des conditions d'existence particulièrement difficiles. Parce que ça, on a tous vu des films ou autres qui reflétaient bien ces conditions d'existence particulièrement difficiles. Il y en avait même un qui s'intitulait, autant que je me souvienne, et j'ai même rencontré aussi des tziganes heureux. Enfin, ils sont plutôt minoritaires. C'était Costa Rica, je crois. Et puis, oui, puis il y a l'autre auquel tu viens de faire allusion, le temps des Gitans. Alors, cela a été le cas pour des groupes ou des familles roms issus principalement de Roumanie et dans une moindre mesure de Bulgarie. Ces personnes se sont installées en France de façon plus ou moins durable dans des conditions précaires, qu'il s'agisse de campements illicites ou de squats, en se concentrant majoritairement dans une quinzaine de départements de la région parisienne et de la province, en périphérie des grandes agglomérations ou même dans les villes-centres. Alors j'ai fait allusion à ce campement qui se trouve à l'entrée du Stade de France. On en voit même parfois au centre de Paris, jusqu'y compris dans les quartiers les plus bourgeois, entre guillemets. Je me souviens avoir vu une famille rome installée entre les deux Magots et le Flore pendant quelques semaines durant cet automne. Et puis dans les villes-centres, Lille, Marseille, Nantes, Toulouse, Grenoble, etc. Cette population est évaluée après un questionnaire adressé au préfet du département à environ 20 000 personnes. Alors on peut peut-être trouver ce chiffre relativement bas par rapport à ce qui est rapporté. Ça, on n'a pas encore de statistiques très précises à ce sujet. Moi, ça m'a un peu étonné.
Alors, l'occupation illicite des terrains et des squats conduit, après décision de justice, à l'évacuation des lieux. La prise en charge des populations est rendue difficile par le nombre d'occupants des sites et la composition des familles, souvent intergénérationnelles. Oui, entre le Flore et les deux Magots, là, il y avait 3 générations. Il y avait manifestement la grand-mère, les parents et 2 ou 3 petits-enfants. Et alors, évidemment, il y a eu quelques évacuations. Bon, là, bien que député de l'opposition, je ne vais pas jeter la pierre à quelques ministres que ce soit, et notamment le ministre de l'Intérieur, parce qu'on a le sentiment qu'on les évacue d'un terrain, mais pour les renvoyer ailleurs. Donc, ce n'est pas très satisfaisant. Hein, on déplace le problème, mais on ne le résout pas. Alors, à travers la circulaire du 26 août 2012, donc prise par le nouveau gouvernement, relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites, le gouvernement actuel, a précisé les lignes directrices à suivre par les préfets pour administrer ces situations. Une mission interministérielle que le Premier ministre a confiée à l'Inspection générale de l'administration, l'IGA, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, au Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD, et à l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, l'IGAENR, a eu pour mandat d'évaluer les conditions de mise en œuvre de ces instructions et de proposer des modalités d'évolution et d'amélioration, notamment à partir des bonnes pratiques et des expérimentations conduites localement. Et vous trouverez tous ces éléments détaillés dans notre rapport. Bon, mais là aussi, il faut bien avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu plus d'échecs ou d'impasses que de succès. Enfin, il y a quand même quelques opérations qui peuvent être intéressantes. Alors, avant de passer la parole à Marietta, je terminerai en énonçant une évidence, c'est que c'est un problème très complexe. Problème très complexe qui dure depuis des décennies, si ce n'est des siècles pour certains pays, et c'est un problème que l'on doit essayer d'aborder dans toute la mesure du possible de manière humaine, je dirais même plus humaniste, mais en étant bien conscient, et je ne ferai pas plus d'allusions pesantes, en étant bien conscient des risques qu'entraînent certains comportements de ces populations, risques de dérive vers les extrêmes, la xénophobie, etc., etc., parce qu'il ne faut pas se cacher que certaines de ces populations sont assez rétives à l'intégration. Alors, sont aussi de notoriété publique les trafics, traite des êtres humains, trafic de stupéfiants, sans parler des vols avec violence, auxquels certains s'adonnent au sein même de cette population. Même s'il ne faut surtout pas d'amalgame. J'aurais tendance à dire que parfois, on leur fait porter le chapeau d'exactions qui ne sont pas forcément de leur fait. Mais d'un autre côté, il y a aussi un certain nombre d'exactions qui sont manifestement de leur fait. Alors, je terminerai par une formule, mais une formule à laquelle je suis personnellement assez attaché, sans doute avec quelques-uns de mes collègues, c'est qu'il convient de ne surtout pas céder à je ne sais quelle stigmatisation, mais il ne faut pas non plus faire preuve d'angélisme devant ce problème. Cela étant dit, je donne la parole à Marietta. Merci Didier. Alors, donc, sur ce rapport qui nous a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'auditions et de rencontres, qui est venu à un moment donné suite à une actualité l'année dernière autour des Roms. La Commission avait jugé à l'époque et aujourd'hui encore utile de faire un rapport d'information sur la situation des Roms et sur l'intégration de ces populations-là, et en s'appuyant sur, bien sûr, dans notre Commission des affaires européennes, sur les décisions, les débats qui sont conduits encore aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, des propositions de la Commission européenne adoptées par le Conseil et discutées aussi au Parlement. Donc nous avons souhaité rester dans ce cadre-là. Et vous ne verrez pas dans ce rapport une critique positive ou négative, peu importe, vis-à-vis des stratégies nationales. Donc, on reste bien dans le cadre dans le cadre que la Commission européenne a fixé à l'Union européenne pour les stratégies
nationale d'intégration des populations roms. Voilà. Ceci dit, c'est vrai qu'il faut rappeler aussi, il a été dit à juste titre par mon collègue, que les Roms sont très généralement méconnus et des attitudes quelquefois adoptées à leur égard ou des décisions politiques prises à leur encontre ont été au fil des siècles davantage inspirées par des préjugés, ça existe, que par la connaissance des réalités historiques et culturelles. Donc la prise donc en compte de la problématique des Roms dans toutes les politiques européennes et nationales pertinentes et donc la voie la plus prometteuse vers l'intégration. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe l'a rappelé. Il disait les Roms, qu'ils soient citoyens du pays dans lequel ils vivent, déplacés ou migrants, sont plus défavorisés que tout autre groupe en Europe dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement, de l'emploi, de la participation politique. Et donc, ils continuent de souffrir d'une discrimination, d'un antiziganisme de grande ampleur qui les enferme dans une situation défavorisée, caractérisée par l'exclusion, la ségrégation et la marginalisation. C'est, je cite là, les propos du commissaire des droits de l'homme. Donc, les États doivent, par exemple, prendre des mesures donc énergiques pour mettre fin à la ségrégation scolaire des Roms, pour faire évoluer la situation de cette population. Il est indispensable aussi de veiller à ce que les enfants roms aient accès au système éducatif ordinaire et qui mènent leur scolarité à terme. Et donc on voit très bien que à travers ces constats et ces volontés exprimées par l'Union européenne et la Commission, s'appuie aussi sur le fait que la ségrégation coûte aussi aux États membres et c'est une des pires formes de discrimination à l'encontre des Roms qui perpétuent d'ailleurs leur marginalisation. Donc il incombe aux États mais aussi à l'Union européenne, et ça c'est là-dessus que j'insiste, aussi à l'Union européenne qui doit donner l'impulsion nécessaire et de se préoccuper donc de combattre bien sûr le racisme, la discrimination à l'encontre des Roms et de mettre en œuvre des stratégies d'intégration mais qui répondent aux besoins de cette population, notamment en matière de logement. Alors, il y a 4 axes qui ont été définis pour l'intégration des Roms, qui sont parfaitement donc identifiés. Ils sont cependant beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Hein. Donc, dans le document, dans le rapport en détail, vous verrez les conclusions et puis tous les constats de différentes expérimentations. Les objectifs de l'Union européenne pour l'intégration des Roms doivent couvrir en fonction de la taille des populations roms, l'accès à l'éducation, l'emploi, les soins de santé et le logement. Voilà les 4 axes. Et à ces 4 axes, il faut ajouter un 5e qui n'est pas le moindre, la lutte contre les discriminations. Donc l'Union européenne considère que les institutions européennes et les États membres ont une responsabilité conjointe en termes d'amélioration de l'intégration et de l'inclusion sociale des Roms. Et à cette fin, ils sont tenus donc à faire usage de tous les instruments, de toutes les politiques relevant de leurs compétences. Et il est important donc également que l'Union européenne aide les États à réaliser ces objectifs afin d'atteindre les objectifs généraux fixés d'ici 2020. Comme l'a indiqué mon collègue Didier Quentin, la Commission européenne qui a fixé un cadre de l'Union européenne pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020. Elle lui souligne, cette stratégie, la nécessité d'une approche ciblée. Et selon elle, les stratégies nationales d'intégration des Roms requièrent un engagement politique clair de la part des États membres. Et à cet égard, le rapport de suivi de la Commission européenne publié le 26 juin dernier souligne que les États membres doivent mieux mettre en œuvre les stratégies nationales d'intégration des Roms qu'ils ont présentées au titre du cadre de l'Union européenne pour les stratégies nationales d'intégration des Roms. Donc une difficulté non négligeable quand même qui rend cependant difficile la réalisation de ces objectifs, c'est les circuits de financement mobilisables pour les Roms qui sont complexes et relativement peu efficaces. Or, la mise en œuvre de la réussite de cette stratégie
là, passe nécessairement par une allocation efficace et suffisante de ressources. Il existe toutefois à l'heure actuelle une programmation de 26,5 milliards d'euros de concours financiers de l'Union européenne pour soutenir les efforts d'ensemble des États membres dans le domaine de l'intégration sociale, mais pas spécifiquement la même somme, ce n'est pas pour les Roms, l'intégration sociale. Ces fonds comprennent ceux mobilisables, y compris pour l'aide à la population des Roms, donc c'est un élément dans cette somme-là. Mais cette dernière, en direction de cette partie de la population, semble être loin d'être, en tout cas, intégralement mobilisée. En matière de financement, de nouveaux outils sont aussi à développer. Les partenariats sont nécessaires, doivent aussi impliquer les autorités nationales, régionales, locales, les représentants d'entreprises, de la société civile et des communautés roms. Et c'est pourquoi donc il est souhaitable aussi de mobiliser les outils qui ont fait leurs preuves. Le disait Didier à l'instant, qu'on a constaté un certain nombre d'expériences, d'initiatives ici ou ailleurs qui donnent des résultats. Donc peut-être justement, il est souhaitable donc de mobiliser les outils qui ont fait leurs preuves et qui peuvent. On peut s'appuyer sur ces bonnes pratiques, comme on peut le dire. Ça, y compris même dans ces bonnes pratiques, on peut aussi ajouter tout ce qui est coopération décentralisée. Cependant, malgré la volonté donc, de la Commission européenne de favoriser l'intégration des Roms dans leur pays d'origine comme dans leur pays d'accueil, aucune incitation ou contrainte n'est imposée aux États membres. Or, un réel changement ne peut découler que d'une implication efficace des politiques. Le 27 juin dernier, la Commission européenne a présenté une proposition de recommandation du Conseil relative donc à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres lors de la réunion de la plateforme européenne pour l'inclusion des Roms, portant cette année essentiellement sur l'urgence d'améliorer la situation des enfants et des jeunes d'origine rom. La proposition de recommandation du Conseil présentée par la Commission est le premier instrument juridique de l'Union européenne relatif à l'inclusion des Roms. Elle recommande aux États membres de prendre des mesures d'action positive pour combler les écarts entre les Roms et le reste de la population. Et cet acte renforce le cadre de l'Union européenne pour les stratégies nationales d'intégration des Roms, approuvé en 2011 par l'ensemble des États membres, en définissant les conclusions d'une inclusion effective, efficace aussi des populations roms dans les États membres. S'appuyant donc sur les communications antérieures, la proposition de recommandation porte plus particulièrement sur les 4 domaines dans lesquels les dirigeants des États membres ont souscrit. Donc c'est les 4 domaines, les 4 axes que j'ai donnés, au titre du cadre de l'Union européenne et des objectifs communs en matière d'intégration des Roms. Exemple, donc l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, aux soins de santé et au logement. Dans la recommandation, il est prévu, en particulier, une action ciblée spécifique reposant sur des bonnes pratiques pour accroître l'intégration des Roms dans le strict respect du principe de solidarité et sans reproduire la législation de l'Union déjà en vigueur. Elle concerne l'éducation, l'emploi, la santé et le logement. Les thèmes horizontaux qui sont essentiels pour mettre en pratique les politiques d'intégration des Roms et pour en assurer aussi la pérennité. Il s'agit notamment de lutter contre les discriminations, les stéréotypes, protéger les femmes et les enfants, adopter une stratégie d'investissements sociaux, de recueillir des informations sur la situation des Roms pour contrôler les effets justement des mesures, traduire aussi les engagements nationaux en action locale. Et enfin, des principes aussi généraux qui exigeant par ailleurs que l'allocation de fonds, non seulement européens, mais également nationaux et locaux, destinés à l'inclusion des Roms, soit transparente et que ce soit approprié. Alors, pour entrer donc en vigueur, la proposition de recommandation du Conseil devra être en premier lieu adoptée à l'unanimité par les États membres au sein du Conseil, puis approuvée par le Parlement européen.
Ce texte affermira bien sûr les engagements politiques déjà pris par les États membres. Ces derniers auront 2 ans pour mettre en pratique les mesures nécessaires en vue de se conformer à la recommandation et chaque année, ils devront informer la Commission des modalités d'application de cet acte. Donc la proposition de recommandation constitue un instrument donc, juridique, comme je le disais, non contraignant. Son efficacité dépendra, en tout état de cause, de la volonté politique des États et de l'Union européenne à sa mise en œuvre. Il est donc indispensable que cette proposition de recommandation européenne relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États soit adoptée. Premier élément. Celle-ci ne constitue en effet qu'une étape clé, bien sûr, qui s'inscrit dans un long processus et dont l'aboutissement dépendra de la volonté politique de l'Union européenne et de ses États membres. À la suite du rapport, prenant en compte les constats et les suggestions de nombreux acteurs publics, y compris les élus locaux et associatifs que nous avons rencontrés au long de l'élaboration de ce rapport, plusieurs recommandations sont faites visant à simplifier et contrôler efficacement les mesures à mettre en œuvre et responsabiliser à la fois l'Union et les États, y compris ceux où vivent en nombre important les populations concernées et leurs communautés, et faire comme ça, donc faire en sorte qu'on arrive à faire émerger des priorités et capitaliser aussi des pratiques les plus efficaces et les plus efficientes. C'est pour cette raison-là, je vais passer aux derniers éléments, donc aux conclusions. Dans ce long rapport que vous allez avoir, on vous a communiqué les conclusions dans le document, et qui s'appuient finalement à la fois sur des prises de position des documents officiels du commissaire des droits de l'homme, du Conseil européen, de l'Union européenne, etc. Et donc, nous vous proposons, à la fin, après les considérants, quelques conclusions qui émanent totalement aussi des auditions qu'on a pu conduire et qui méritent peut-être d'envoyer aussi un message à l'Union européenne de la part de la Commission et du regard que nous pouvons porter sur ces éléments. D'abord, on souhaite insister sur le fait que on souhaite inviter fermement les États membres à adopter la proposition de recommandation européenne du Conseil relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres. On souhaite que soient simplifiées les procédures et demandes de financement relatives à l'intégration des Roms, parce qu'on a constaté que c'est des systèmes très lourds, particulièrement ce que tu évoquais en Roumanie, en Bulgarie, où les fonds ne sont pas utilisés parce que aussi les structures quelquefois ont du mal à jouer le jeu, ou c'est trop bureaucratique. Donc on demande à l'Union justement de faire en sorte qu'il y ait une simplification des procédures. Nous souhaitons que les crédits destinés à l'intégration des Roms soient rendus plus accessibles, quitte à renforcer les contrôles sur les actions menées en cours et a posteriori. C'est les 2 éléments nous semblent importants, qu'il y ait un contrôle. On demande que l'Union européenne prenne l'initiative qui soutienne et qui engage les actions prioritaires d'amélioration des conditions de vie des Roms dans les pays dont ils sont originaires, en relation bien sûr directe avec les États concernés. Et donc prennent aussi cette initiative-là et ne pas attendre que les pays le fassent tout seuls. On invite aussi en particulier, compte tenu des fonds versés par l'Union européenne, que la Roumanie et la Bulgarie, bien sûr, mettent en œuvre une politique d'intégration plus efficace de leur population rome. On invite aussi les populations roms à organiser leur représentation en mode associatif de façon à constituer des interlocuteurs identifiés pour les autorités publiques. C'était un élément qui nous a été soulevé lors des auditions par les collectivités locales qui sont confrontées à ces questions. Quelquefois, c'était difficile d'avoir les interlocuteurs pour pouvoir construire des réponses et des solutions. On demande que ce soit aussi donné la priorité à une démarche fondée sur des conventions pluripartites associant l'Union européenne, les États, les collectivités locales, les associations, les représentants des populations concernées, portant sur des engagements objectivés, évalués et mettant donc en avant l'engagement volontaire et contractuel des acteurs. Voilà un peu
les grandes conclusions, propositions que nous faisons à travers ce rapport, que je souhaitais aussi remercier toute la disponibilité de l'administratrice qui nous a aidés dans cette conduite des auditions et dans cette rédaction de conclusions. Merci à vous de ce rapport, effectivement, sur un sujet difficile et complexe. Alors, juste avant de passer la parole à mes collègues, il y a une feuille supplémentaire qui vous a été distribuée un petit peu tôt, j'allais dire, c'est celle des amendements que je vous proposerai. Et donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais d'abord laisser intervenir mes collègues, en commençant par Pierre Lequillier. Oui, ce sujet me rappelle un déplacement que j'avais fait en Roumanie, à Bucarest, où j'avais rencontré plusieurs des ministres roumains, et on voit bien que Marietta, c'est pas seulement un problème bureaucratique, c'est un problème de volonté politique. Je le dis très clairement, Didier Quentin a dit les chiffres, on est prêt à leur déverser des milliards d'euros, et ils en utilisent, si j'ai bien compris, pour ce qui est de la Roumanie, 38 millions. 38 millions. Donc, et lorsque j'avais rencontré les différents ministres, je leur avais dit, faites très attention parce que ça porte un préjudice à l'image de la Roumanie et à l'image de la Bulgarie, bien entendu, que cette volonté de ne pas faire. Et cette volonté de ne pas faire, elle est basée sur une volonté de ségrégation. Hein. Je dis clairement, ils n'aiment pas les Roms et ils ne veulent pas les intégrer. Et ça porte sur les problèmes, bien entendu, sociaux, les problèmes, mais d'abord sur les problèmes d'éducation des enfants, où les enfants ne vont pas à l'école dans ces deux pays. Alors, je crois que la première des recommandations, c'est quand même de dire que ces pays qui, vous l'avez dit, ont une population quand même très importante de Roms, commencent par les intégrer dans leur propre pays. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour poser une question. Les Roms qui sont en France, quel est leur statut juridique ? Ils sont là, puisqu'ils ne sont pas dans Schengen, ça veut dire qu'ils sont là. Enfin bon, vous me répondrez là-dessus. Je voudrais en profiter, puisque le sujet a été évoqué tout à l'heure par Didier Quentin, pour dire que il disait tout à l'heure que le groupe UMP avait déjà manifesté, au moment où la question s'était posée, en mars dernier, je crois, la volonté de ne pas intégrer la Bulgarie et la Roumanie dans Schengen s'il n'y avait pas de progrès sensible. C'est ce que je dis. J'ai dit que c'était un autre sujet, mais j'aimerais, Madame la Présidente, que vous nous disiez, parce que vous avez le moyen de le savoir, vous nous disiez assez rapidement quelles sont les intentions de la France sur ce sujet, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel il faut qu'il y ait unanimité. Donc, et moi, je crois que, comme l'a dit Didier Quentin tout à l'heure, les progrès n'ont pas été faits par rapport à mars dernier, et donc je reste pour ma part, et je crois que mon groupe aussi, très hostile à ce que nous signions l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. Merci. Marie-Louise Faure. Oui, merci Madame la Présidente. Je partage une grande partie de ce que vient de dire Pierre. Je voudrais vous poser deux questions. La première, Marietta, tu as dit pas de prise en compte des politiques nationales.
Il est vrai que si on considère la question dans l'absolu, c'est plus intelligent de faire ça. Il doit y avoir une volonté européenne pour l'ensemble des pays. La difficulté, c'est que le traitement de ces questions-là par les différents pays d'Europe n'ont rien à voir les uns avec les autres et on est particulièrement, nous, je pense, à la pointe de ce qui pourrait être fait en matière. Enfin, on n'est pas trop mal placé, même si tout n'est pas fait. Donc ça, c'est ma première question. Dire qu'on ne prend pas en cause les politiques nationales, OK pour le rapport. Maintenant, beaucoup de difficultés à avoir pour une application, quand bien même l'Europe, tout d'un coup, deviendrait particulièrement intransigeante en matière de traitement de cette question Rome. Et puis, il y a une deuxième question qui, moi, me préoccupe beaucoup. J'ai entendu la générosité, enfin l'exposé de Didier Quentin, la générosité du rapport de Marietta. Simplement, je voudrais bien qu'on évoque, et surtout dans cette commission, j'avais eu l'occasion de faire un rapport sur des victimes, et il faut bien voir aussi que dans la question Rome, on ne peut pas dissocier de cette question-là, bien sûr, la difficulté de vivre des familles, mais également les trafics, parce que nous avons beaucoup de petites filles et de jeunes filles qui sont livrées à la prostitution, il faut quand même le savoir, enlevées à leur famille dans les pays d'origine, et on a également énormément de petits garçons qui sont condamnés à se livrer à la mendicité. Et bien entendu, même chez nous, où pourtant, théoriquement, on doit les scolariser, eh bien, ça n'est pas fait. Et ça, je pense que c'est peut-être la première des priorités, enfin, pour ma part. Je suis membre du Conseil de l'Europe depuis quelque temps, et franchement, je viens d'intégrer la commission ad hoc, et vraiment, je voudrais bien qu'on se pose ce problème-là, parce qu'il y a une espèce de bonne conscience qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on sort des directives, il faut qu'on intègre, il faut qu'on scolarise, tout ça. Je suis tout à fait d'accord, parce que tout être humain est quelque chose de sacré. Ceci étant dit, il y a ces problématiques-là, et je crois que si on n'en fait pas état, eh bien, on sera à côté de la plaque quant à la résolution du problème, quand bien même on aurait les meilleures directives possibles. Merci. Merci. Joachim Pueyo. Je vais compléter ce que viennent de dire mes collègues. Merci, Madame la Présidente. C'est vrai que pour nous, les Français, la présence des Roms est un vrai sujet. On ne va pas expliquer les motifs, on les connaît tous. Sujet pour les collectivités territoriales, sujet pour les Français. Alors, je ne voudrais pas non plus qu'on dise parce que ce sont des difficultés, donc automatiquement on stigmatise ou on devient subitement raciste. Ce n'est pas le sujet, parce qu'on s'aperçoit effectivement que dans toutes les classes politiques, dans toutes les sensibilités, c'est un réel sujet. Je voulais quand même le dire en préalable pour pas qu'on se divise sur cette question-là. La deuxième observation, c'est bien que l'Union européenne s'en saisisse, parce que c'est un problème vraiment européen et pas uniquement national, même si nous, on les perçoit. Et pour dire effectivement quel est le statut, effectivement, il y a beaucoup de Français qui pensent que les Roms n'ont pas droit de cité en France, alors qu'effectivement, pour ceux qui proviennent de la Bulgarie et de la Roumanie, eh bien, ils peuvent voyager pendant 3 mois. Ensuite, il y a des contraintes, mais on ne les connaît pas. On ne connaît pas la mise en œuvre de ces contraintes pour ceux qui restent plus de 3 mois, parce qu'on est bien incapable de savoir ceux qui sont là plus de 3 mois. Bon, c'est vraiment un réel souci. La deuxième question que je voudrais vous poser, en termes d'intégration, est-ce que vous pouvez nous citer des exemples concrets de mesures qui ont été prises dans certains pays et qui, tout compte fait, fonctionnent? Moi, je suis tout à fait en accord avec ma collègue qui a parlé notamment de la scolarité, parce que ça me paraît très important. On a des parents Roms qui veulent absolument pas que leurs enfants aillent à l'école. Je crois que c'est un fait. Et nous sommes dans un pays, et même en Europe, où l'école est obligatoire. Et est-ce qu'on ne pourrait pas déjà dire que l'école est obligatoire pour tous ceux qui ont plus de 6 ans au sein de l'Union européenne, et peut-être faire des expérimentations, comme ça a été le cas en Grande-Bretagne depuis quelques jours, où il y a une école
disons, dédiée aux Roms, je crois qu'ils l'ont fait, ou en Hongrie, je crois, où ils ont prévu une école de la deuxième chance pour les Roms. Donc, je pense qu'en matière de scolarité, là, on peut tous s'accorder que ça me paraît essentiel. Et puis, la troisième observation que je voudrais faire. Quel est l'objectif? Quel est notre objectif? Est-ce qu'il s'agit d'intégrer en disant il faut les sédentariser? C'est la question, parce qu'on mélange Roms et gens du voyage. C'est complètement différent. Les Roms ont guère de caravanes. Ils ont des campements, souvent illégaux, mais ils n'ont pas de caravanes. Donc ce n'est pas du tout la même problématique que les gens du voyage. Alors, est-ce qu'on peut les sédentariser? Est-ce que c'est l'objectif de l'Union européenne? Ce qui veut dire effectivement l'école, l'emploi, la santé, le logement, en participant également au loyer aussi. Donc c'est vraiment un ensemble. Et puis je voudrais revenir, je suis un peu long, mais je connais un peu le sujet en tant qu'élu local. Bien. Donc je voudrais poser une question. Je vois dans votre conclusion adoptée par la Commission, vous mettez à la fin, considérant que les États membres ont le devoir, au regard du droit international et des mesures adoptées par l'Union européenne, de garantir sans discrimination le droit à un logement convenable et de protéger les personnes contre les expulsions forcées. J'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que vous entendez par expulsion forcée. Par exemple, ce matin à Lille, il y a un camp qui a été démantelé. Est-ce que vous pensez que c'est une expulsion forcée ou pas? C'est-à-dire qu'il faudrait quand même dire qu'est-ce qu'on entend par expulsion forcée. S'agit-il d'une expulsion classique ou alors il faudrait dire une expulsion qui n'est pas fondée sur une mesure de droit? Là, ce serait beaucoup plus logique et ce serait plus compréhensible. Merci Madame la Présidente. Effectivement, j'ai un malaise avec ce rapport, qui est un rapport sociologique. C'est un rapport sociologique qui est nécessaire pour sous-tendre des décisions de droit. Mais moi, je ne connais pas les Roms au regard de l'Union européenne. Je connais des Bulgares, je connais des Roumains, je connais des Hongrois. Ils sont nationaux de ces États. Et donc, il faut traiter cette affaire par rapport à leur statut juridique. Le statut juridique, c'est qu'effectivement, ils relèvent de la juridiction de ces États avant de relever de la juridiction, je dirais, des Roms qui seraient en lévitation, là, comme ça, même si sociologiquement, ils sont voyageurs dans toute l'Europe, pour certains, avec ensuite les camps qu'on connaît. Donc, c'est des obligations qui incombent à la Roumanie et à la Bulgarie. Ce qui m'amène à poser une question, parce que ça met en cause en réalité le fonctionnement de l'Union européenne dans l'état actuel des choses. Je rappelle que M. Prodi lui-même, qui n'est quand même pas, je dirais, un anti-européen notoire, il était président de la Commission. Pardon ? On peut le classer comme européen. On peut classer dans ta catégorie de tiroir, oui, je sais. Ce qui est certain, c'est qu'il disait ça pose le problème de la totale liberté de circulation sans contrôle. Sans contrôle. Et qu'on le veuille ou non, on voit très bien que de plus l'Europe s'élargit, elle va continuer à s'élargir, plus il y a des chocs qui sont des chocs culturels, qui sont compréhensibles. Donc il y a un moment, il faut faire quand même attention. Alors, je crois que le problème, c'est de regarder effectivement, parce que j'ai été très frappé par ce qu'a dit Didier Quentin, à savoir que 85% des 11 millions de Roms, à la louche, sont intégrés. Donc ça peut bien fonctionner. Il y a bien à un moment des gens qui se sont totalement intégrés et qui ont cessé de se considérer dans les steppes de l'Asie centrale. Il faut quand même regarder les choses en face. Donc comment ont-ils été intégrés? On a quand même véritablement quelque chose, je dirais, une réalité qui fonctionne. Sédentaire, oui, mais quand on est sédentaire, c'est qu'on est intégré. Ah, pas exagérer, pas exagérer. Non, mais même, non, attends. Je suis désolée, chers collègues, mais je vais faire un petit peu d'ordre. Voilà. C'est M. Marc qui a la parole. Merci, Madame la Présidente. Vous avez raison. Voilà, essayez de ne pas être trop long. Merci. Donc, on voit très bien qu'ils sont sédentarisés. Donc, s'ils sont sédentarisés, c'est quand même que les choses se sont quand même passées d'une manière positive. Bon,
Et donc, je crois qu'effectivement, le point central pour continuer cette sédentarisation, une stabilisation qui permettra l'école, qui permettra une intégration, voire une assimilation, c'est de trouver, et là je crois que le mot est là, des interlocuteurs valables. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment ou à un autre à mieux appréhender, je dirais de manière sociétale et avec des interlocuteurs de manière à avoir un dialogue. Et ça, je crois que c'est possible, mais ça va prendre du temps. Merci. Audrey Linkenheld. Oui, merci Madame la Présidente. Ça me permettra de faire la transition puisqu'on a parlé de Lille il y a un instant. Donc moi, je suis effectivement élue d'une circonscription. Je commence par là parce que je pense qu'il faut aussi à un moment donné essayer d'ancrer les choses dans les réalités qu'on vit. Et moi, ce que je vis, c'est pas une fois de temps en temps une famille rome que j'aperçois entre deux cafés parisiens. Non, mais encore arrivé à Royan, mais c'est une réalité. Non, mais je crois que c'est important, y compris par rapport aux échéances européennes qui arrivent dans quelques mois. Et peut-être aussi les échéances locales. Moi, je suis donc dans une circonscription qui comprend 6 communes. Dans ces communes, il y a 4 villages d'insertion, donc 4 projets qui fonctionnent d'intégration, d'insertion sociale et professionnelle de familles roms. Mais il y a aussi des centaines et des centaines de personnes qui sont dans des campements illicites qui, pour l'essentiel d'entre eux, on l'a dit tout à l'heure, se situent évidemment à proximité immédiate de quartiers populaires parce qu'on est dans le Nord et que le Nord est plutôt réputé pour avoir un revenu moyen par habitant inférieur à la moyenne nationale et non pas supérieur. Donc c'est une réalité qu'on vit tous les jours, à laquelle on est confronté tous les jours, où on note à la fois l'indignité dans laquelle vivent ces personnes, et en même temps les difficultés que posent leurs installations illicites à leur voisinage immédiat, que ce soit en termes d'hygiène, de santé, de sécurité, de nuisances diverses et variées, nuisances involontaires ou volontaires, parce que je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit certains de mes collègues. Dans ces populations-là, il y a aussi des victimes, mais il y a aussi des délinquants. Voilà, parce qu'ils sont comme les autres, donc il n'y a aucune raison qu'ils soient ni meilleurs ni moins bien que l'ensemble d'entre nous. Une fois qu'on a dit ça, moi je me vois difficilement adopter un rapport d'information tel qu'il est rédigé, alors que, encore une fois, quand on vit ça tous les jours, ce qui interroge aujourd'hui les Français, puisque nous sommes au Parlement français, c'est que fait la France ? Quelle est la nature de l'état de droit dans lequel on vit et surtout que fait l'Europe. Et il est de plus en plus difficile, indépendamment même de toutes les considérations économiques et sociales auxquelles on est confronté aujourd'hui et qui font que nos concitoyens ne croient plus vraiment dans le projet européen. Il est encore plus difficile de les faire croire à ce projet européen, en tout cas quand on en est soi-même convaincu, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ici de la même manière, mais ça c'est un autre débat. Il est de plus en plus difficile de les faire croire en l'Europe quand on a le sentiment que finalement l'Europe se désintéresse du sujet ou en tout cas, pour le coup, le renvoie à des stratégies nationales. Et donc, je ne sais pas si c'est de sa compétence, mais c'est une des conséquences de l'Union européenne. Je ne suis pas toujours d'accord avec Jacques Millard, mais encore que, ici, ça m'arrive de temps en temps, paradoxalement. Mais pour les gens, la question se pose, ce sont des citoyens européens. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître entre nous que c'est sans doute la première fois que l'Europe est confrontée à une immigration interne mue
par des questions à la fois sociétales qui peuvent être liées à des discriminations évidentes que vivent ces populations-là dans leur pays d'origine, et par des questions sociales. Je crois que c'est une immigration que telle qu'elle, on n'avait pas vécue, qui n'a rien à voir avec les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les Allemands de l'Est, qu'on a pu accueillir ici ou là dans les États membres de l'Union européenne. Et c'est en ce sens-là que ça interroge nécessairement l'Union européenne, y compris dans le cadre des compétences qui sont les siennes. Ça me paraissait important de le dire, parce que je crois que si on a tous choisi la Commission des affaires européennes, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, on est attaché à cette idée. J'en viens au rapport en tant que tel. Moi, j'ai à la fois des questions très précises et puis quelques remarques. Dans les questions précises, on n'a malheureusement que le sommaire du rapport, et je pense que, moi je le lirai avec intérêt en détail parce que je vois qu'il y a des exemples concrets qui sont donnés de ce qui se fait ici ou là. Par exemple, ma question précise, c'est est-ce qu'au-delà des bonnes pratiques qu'on devrait s'échanger davantage, même à l'échelon national, mais ça, on est d'accord, ça n'intéresse pas l'Europe. Est-ce qu'à l'échelle européenne, il existe un endroit où on discute de ça? Moi, j'avais eu un peu par hasard l'occasion de lire en allemand dans le texte un position paper des villes allemandes confrontées à des populations roms. Elles étaient très très nombreuses à écrire ce papier. On y retrouvait les préoccupations que nous avons dans nos collectivités locales de la même manière, c'est-à-dire des questions d'éducation, parce que oui, on est pour la scolarisation, mais une fois qu'on a dit ça, les scolariser tous dans l'école du coin, c'est difficilement possible. Des questions sociales, d'allocation sociale, de logement, d'hébergement, de sécurité, etc. J'avais trouvé ce papier très intéressant qui interrogeait à la fois les différentes strates institutionnelles allemandes, mais aussi l'Europe. Est-ce qu'il existe un endroit où on échange autour de ça, et quelles conclusions en tirent les différents échelons institutionnels européens? Moi, si conclusions il y a, je n'ai pas vu où elles étaient, mais peut-être qu'elles sont dans ces recommandations-là, dont on ne nous a pas dit dans le rapport. Dont on nous a dit que les grandes lignes. Donc c'est ma première question. Ma deuxième, c'est sur les fonds dont on parle, les 26,5 milliards. Est-ce qu'on a une idée de comment ils se répartissent entre États membres? Et ça me permet de faire le lien avec ma remarque. C'est que je pense que dans ce rapport d'information, il serait utile de distinguer un peu mieux, surtout vu d'où on parle, les États membres d'origine, parce qu'il y en a, et les États membres d'accueil. Et je pense qu'on ne demande pas la même chose aux États membres d'origine qu'aux États membres d'accueil, y compris en termes de volonté politique. Je pense que ce qu'on écrit sur, par exemple, la non-discrimination, bien sûr qu'il y a des dérapages en France sur ce sujet-là. On a encore eu un maire récemment dans le Nord qui, même s'il est revenu depuis sur ses propos, a quand même largement dérapé. Donc bien sûr que chez nous aussi cette question se pose, mais reconnaissons qu'elle se pose quand même avec un peu moins d'acuité qu'en Roumanie ou en Bulgarie, où ces personnes-là sont maltraitées, ce qui chez nous est quand même pas tout à fait le cas, ce qui n'est pas le cas non plus en Allemagne ou en Italie ou dans un certain nombre d'autres pays d'accueil. En revanche, les questions d'insertion sociale, de logement par exemple, peuvent se poser différemment en France qu'en Roumanie, parce qu'on n'a pas les mêmes structures, parce que les zones, on a parlé de 20 000 personnes tout à l'heure, on sait très bien que ces 20 000 sont concentrés. On a parlé de 15 départements, moi je pense que 4 ça suffit, et que la concentration est particulièrement forte, je pense en Île-de-France, dans le Nord et probablement un peu en Rhône-Alpes. Et après, c'est ponctuellement par ville. Mais le problème, ce n'est pas tant le nombre, c'est la concentration. Parce que c'est difficile pour une agglomération. Oui, je suis désolée, mais c'est un sujet qui me paraît difficile à résumer. Donc, voilà. Est-ce qu'on pourrait essayer dans ce rapport peut-être de distinguer un peu ce qu'on attend des États membres d'accueil et les autres, parce que je crois que on ne peut pas s'adresser de manière aussi générique. Comment le Conseil le fait lui-même dans ses recommandations, ça me paraît tout aussi gênant. Voilà. Merci, pardon d'avoir été trop long. Merci, Jean-Louis Romegas.
Oui. Moi, j'ai un petit regret, mais qui ne vient pas du rapport lui-même, qui vient de la terminologie employée par le Conseil de l'Europe, qui amalgame l'ensemble du problème Rome. Or, on a des situations extrêmement différentes. Comme élu local et professionnellement, moi j'ai eu à m'occuper de gens du voyage en France. On a des aires d'accueil, pas assez, il a fallu faire des efforts, mais enfin c'est encadré par la loi. On a créé, à Montpellier, on a créé une des premières aires d'accueil dont je me suis occupé. Professionnellement, je me suis occupé de classes d'intégration d'enfants gitans, donc je connais ce sujet et je connais les difficultés. Mais ça n'a rien à voir avec ce problème qui est nouveau, qui est l'arrivée de Roms, de Roumanie et de Bulgarie suite à l'élargissement de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut quand même traiter les problèmes pour ceux qui sont. Je crois que dans la population française, bon an, mal an, on traite correctement, plus ou moins, il y a des progrès à faire. Mais la question des gens du voyage, des gitans, des manouches, des tziganes nationaux, là, on a un problème spécifique et c'est difficile de le noyer dans un terme général. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une contradiction dans le rapport parce que d'un côté, on emploie un terme général sur l'accueil des gens du voyage et des Roms, enfin, amalgamés, et puis ensuite, on cible spécifiquement dans les recommandations la Roumanie et la Bulgarie. Alors, si on parle de tout le monde, enfin de l'ensemble des Roms au sens générique, tel que l'entend le Conseil de l'Europe, il faudrait dire les États membres, puisque chacun a ses problèmes. À ce moment-là, on serait cohérent. Ou bien on parle que des Roms de Bulgarie et de Roumanie, et à ce moment-là, on est tout à fait d'accord pour dire que la Roumanie et la Bulgarie cherchent à se débarrasser d'un problème sur le dos de l'Europe. Ça, c'est une réalité. Mais il faut qu'on soit cohérent dans le rapport. Donc moi, j'aimerais que si on en reste, alors pour le coup, si on en reste à cette optique, soyons cohérents et mettons les États membres et pas la Bulgarie et la Roumanie. C'est vrai que du coup, le rapport sera un peu un vœu pieux et pas très explicite dans les demandes que nous adressons à l'Europe, mais au moins ça sera cohérent. Je pense qu'on pourrait quand même rajouter un mot sur l'attente que nous exprimons que les États d'Europe luttent réellement contre les discriminations, parce que ça aussi, je veux bien qu'on fasse ni stigmatisation ni angélisme, mais là, ça risque d'être aussi. Il ne faut pas tomber non plus dans le ni angélisme, parce que les discriminations existent aussi. D'ailleurs, la France elle-même a pu être pointée du doigt à certains moments, mais c'est pire dans certains autres pays. Donc, je trouve que ce serait bien de rajouter quand même dans nos recommandations, peut-être en point 2, une invitation aux États membres à lutter réellement contre les discriminations et mettre en place des politiques anti-discrimination, ce qui n'enlève rien à la nécessité d'agir ensuite sur les problèmes réels. Merci. Christophe Carèche. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Je pense que c'est effectivement un problème européen important parce que c'est une situation qui menace quand même un des principes essentiels de l'Europe, qui est la libre circulation. Et la libre circulation, c'est pas pour certains pays la possibilité de se débarrasser de populations dont ils ne veulent pas. Et sur ce plan-là, moi je trouve que la Commission, on connaît la position de Mme Reding, est quand même extrêmement faible, quoi. Et je pense que il faut rappeler à la Commission qu'elle est garante de ce principe et que à ne pas comment dirais-je, à ne pas responsabiliser un certain nombre d'États, eh bien, elle crée une situation qui devient ingérable pour l'ensemble de l'Union. Bon, voilà. Et donc, je trouve qu'il y a une forme de lâcheté, même de la Commission, vis-à-vis d'États qui pratiquent ce type de politique, qui, par ailleurs, je pense évidemment à la Roumanie, je pense à la Hongrie, qui ont alors peut-être la République tchèque aussi, mais qui, par ailleurs, ont des régimes politiques qui, comment dirais-je, mettent en place des mesures liberticides, etc. La Commission me semble une faiblesse vis-à-vis de ces pays qui n'est pas acceptable. Et la faiblesse de la Commission dans cette affaire menace l'ensemble de ce qu'on essaye de construire au niveau de l'Union.
Alors qu'on rappelle la France à son devoir d'intégration, ça c'est très bien. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. En plus, la France le fait. Mais il y a un problème. Et donc, si dans la résolution cette dimension n'est pas exprimée, je pense qu'on passe à côté du problème. Donc moi, je souhaite que la résolution demande à la Commission quelles sont les mesures, quelles sont les actions qu'elle entend diligenter vis-à-vis d'États. Est-ce qu'il faut les nommer ou pas? Ne pas les nommer, je suis d'accord, ça affaiblit aussi un peu la position. Alors, on sait que c'est la Roumanie, la Bulgarie, peut-être mettre la Hongrie, pourquoi pas, il y a 800 000 Roms en Hongrie. Et peut-être la République tchèque, je n'en sais rien, mais à ne pas les nommer, on affaiblit aussi notre position. Donc, mais il faut demander à la Commission que... alors, si ces États, par ailleurs, ne font pas ce qu'ils doivent faire, etc., à ce moment-là, il faut arrêter de leur donner de l'argent. C'est-à-dire, si l'argent va dans les États, et à ce moment-là, que la France puisse bénéficier des subsides, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Mais il y a une contradiction majeure. Et la Commission, encore une fois, ne me semble pas à la hauteur du problème. J'en termine, parce que je suis sur la Commission, je viens d'en parler à M. Chauvin. Je passe du coq à l'âne, mais puisqu'on est là... J'ai vu un rapport qui a été publié au mois de juillet dernier, fin juillet, par la Commission. C'est la Commission d'ailleurs ou le Parlement, je ne sais plus. C'est la Commission. Dans lequel l'Assemblée nationale est classée. Non, mais je veux te faire une proposition. Oui, mais non, ça n'a rien à voir, mais je veux quand même l'évoquer. Parce que je trouve quand même que... est classé, on est classé au dernier rang parce qu'on n'aurait pas transmis en 2012, d'ailleurs ça concerne tout le monde, les avis de la Commission et de l'Assemblée nationale. Bon, je trouve que ce classement est absolument scandaleux. Je trouve que la Commission n'a pas fait son boulot parce qu'elle aurait dû au moins se rapprocher de l'Assemblée nationale pour essayer de savoir et de comprendre pourquoi il y a peut-être eu un problème de nomenclature dans la transmission, etc. Les choses se sont passées ainsi. Et ce que je voulais suggérer à la présidente, c'est qu'on ait, alors pour le coup, une résolution de la Commission des affaires européennes vis-à-vis de la Commission pour lui dire qu'on n'accepte pas d'être stigmatisé comme on l'est dans ce rapport, qui par ailleurs, je crois, sera discuté dans devant le Parlement européen. Et donc, je voulais attirer votre attention, mais comme on est sur la Commission, voilà. Merci pour cette dernière remarque que je crois on va faire à l'unanimité, puisqu'on est discriminés quelque part nous aussi, en quelque sorte. Moi, je voudrais revenir sur ce sujet-là. C'est pour ça que je disais à Christophe, c'est un sujet différent, mais comme il doit partir, ça explique des choses. Deux remarques avant de passer à des propositions. Je vais essayer de mettre un petit peu de légèreté dans ce sujet qui est grave. Je vais dire, depuis Carmen, on sait que c'est compliqué. Et Prosper Mérimée, on sait que ces sujets-là sont compliqués, me semble-t-il. Bon, voilà, mais ça donnait un bel opéra. Alors, Les Temps des Gitans est un très beau film aussi. Donc, je crois qu'une des choses qu'il faut voir, moi j'étais eurodéputée et je faisais partie de l'équipe qui a travaillé sur l'intégration de la Hongrie et de la République tchèque. C'est pour ça que je vous dis sans arrêt, il n'y a pas que la Roumanie et que la Bulgarie. Il y a la Hongrie, il y a la République tchèque, et Christophe s'en souvient comme moi, puisque nous sommes allés en Serbie il y a quelque temps. La Serbie, on lui demande des efforts pour intégrer ces populations, justement, roms. Par contre, le Kosovo, et les Kosovars, me semble-t-il, on ne demande pas grand-chose, me semble. Donc il y a encore du travail à faire, parce que n'oubliez pas que le trafic des êtres humains, à l'heure actuelle, si je vais très vite, il fait un petit circuit que je ne réexpliquerai pas, mais qui finit par Kosovo, Hongrie. Et c'est ça, le principal trafic des êtres humains. Donc, il faudra peut-être aussi qu'on soit attentif à ce qui se passe là. C'est simplement de l'attention, puisque pour le moment, ils sont candidats à la candidature. Mais je crois que ce sont des choses qu'il faut considérer. Alors, ces considérations étant terminées, ça n'est pas une résolution, ce document. Donc, effectivement, je crois que c'est plus une information, une communication que nous font nos collègues, et peut-être qu'à partir de là, on peut leur demander une résolution qui serait plus d'interpeller effectivement la Commission, et plusieurs d'entre vous viennent de faire des propositions dans ce sens-là. Ça me paraîtrait, me semble-t-il, une façon de procéder importante, ce qui nous permettrait aussi d'avoir peut-être à réfléchir sur un sujet qu'on a croisé sans arrêt,
J'ai essayé de faire preuve d'autoritarisme en disant faites attention, ce n'est pas le sujet. Mais malgré tout, on voit bien que la Bulgarie et la Roumanie qui frappent aux portes de l'espace Schengen, ça nous complique la chose quand on voit ce problème spécifique des trafics qui se font à partir de là. Mais si je puis me permettre, puisqu'on a eu un rapport là-dessus, les travailleurs détachés ne sont pas tous des Roms, mais par contre beaucoup viennent de ces 2 pays que nous avons cités. Je crois que donc il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose de plus précis aussi autour de cette réflexion espace Schengen. Voilà. Et là, c'est l'Union européenne, contrairement à ce qu'on traite tout de suite, qui est plus de la responsabilité des États, même si faut interpeller la Commission. Quand les États ne veulent pas donner leur pouvoir, ils ne veulent pas les donner. Il faut aussi, faire attention à interpeller la Commission sur des mécanismes dont elle est responsable. Les États. Quand des députés européens peuvent faire des rapports sur le logement social en Europe, on peut considérer que l'Europe a aussi le droit de s'intéresser à ça. Ça, ce sont des rapports d'initiative des députés, je vous rappelle. Ce sont des rapports d'initiative, je suis désolée, ce ne sont pas des rapports proposés par la Commission. Mais on peut citer des rapports d'initiative qui se font à l'Assemblée nationale et dont vous avez sans doute des choses sur lesquelles vous avez sans doute des choses à dire. Donc on ne mélange pas tout là aussi. Si je puis me permettre donc de revenir, on demande à nos 2 collègues de préparer une résolution par rapport aux compétences de l'Union européenne à partir de leur rapport. Sur ce rapport, ça ne nous empêche pas d'avoir quelques propositions. Et du coup, moi, j'avais 2 ou 3 propositions à faire. Sur le considérant de la page 128, on parle des enjeux que représente l'amélioration de la coopération entre les acteurs européens, nationaux et internationaux. Il ne faudrait peut-être pas oublier la société civile là-dedans, parce que les associations qui essaient de faire interface avec les Roms sont des associations qui souvent se mouillent la chemise. J'aimerais bien qu'elles soient citées. Ça c'est de pure forme. Vous l'avez peut-être rajouté depuis, voilà. Alors les associations, le monde associatif, on va mettre. Si vous en êtes d'accord, moi je n'ai pas de souci là-dessus. Sur ce fameux paragraphe qui cite spécifiquement la Roumanie, moi je suis un peu embêtée parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'en cible au moins 4 des États. Donc on met considérant que certains États membres, plutôt que si vous en étiez d'accord. Voilà. Considérant que certains États membres. Et puis ensuite, j'aurais bien rajouté, alors après on invite au niveau 2, et mon collègue Romélegas l'a dit aussi, je crois qu'il faut rappeler les règles européennes aux États, justement. Donc invite fermement les États membres à respecter les mesures antidiscriminatoires adoptées par l'Union européenne. Là, on demande aux États de faire leur boulot. Il me semble que c'est la moindre des choses. Ça simplifie. Après le point 2, le point 1, invite fermement les États membres à adopter la proposition de recommandation européenne. Je glisse un point 2, ça nous changera les numérotations après, qui dit « invite fermement les États membres à respecter les mesures antidiscriminatoires adoptées par l'Union européenne ». C'est ce que je vous propose. Et puis j'aurais même ajouté un point 3, mais qui me paraît qui est plus technique, si vous voulez, qui dit « invite les États membres à soutenir pleinement ». Ah mais vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas pour intégrer mes amendements, je vous les propose là. Après le point 3, invite les États membres à soutenir pleinement, à l'appui des ressources effectives, l'action des points de contact nationaux et à diffuser les bonnes pratiques au cœur des administrations et des territoires. Parce que ça, on s'aperçoit que là aussi, il y a des États qui jouent le jeu, il y a des États qui jouent moins le jeu. Et que ça, c'est aussi une difficulté. Et puis, sur le même mode et pour la même raison, après le point 4 demande que l'Union européenne, j'aurais supprimé le point 5 tel qu'il est, invite en particulier, compte tenu des fonds, etc., la Roumanie et la Bulgarie, pour mettre de nouveau certains membres, puisque je voudrais bien qu'on pense aussi qu'il y a la Hongrie et la République tchèque dans cette affaire. Voilà mes propositions d'amendement. Alors après, il faut que vous regardiez si dans l'économie de votre texte, ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Mais il me semblait important d'apporter ça qui est de l'ordre, effectivement, sur ce texte qui est, je le répète, une communication sur la consultation. Et si vous en êtes d'accord, à la fin, on se mettra d'accord pour mandater nos collègues sur une résolution. Christophe, tu veux intervenir? Je pense qu'il faut mettre un passage sur la libre circulation. C'est un principe qu'on a accepté, etc., mais qui peut être compromis. Moi, je le dis, je pense qu'il y a des États qui vont demander de revenir sur la libre circulation. Et il faut quand même dire clairement que cette question menace le principe même de la libre circulation et que si cette question n'est pas
n'est pas traité, il y aura une nécessité de revenir sur un certain nombre de dispositions. Je veux dire, moi je pense qu'il faut, si vous voulez, les Français, ils voient ça, ils ont bien compris ce qui se passait. Donc c'est le principe. Cette question ne se poserait pas aujourd'hui en France comme elle se pose si on n'avait pas accepté la libre circulation. Et donc c'est quand même ce principe qui était au cœur du problème. Moi, je me souviens d'une intervention d'Édouard Balladur là-dessus. Je l'avais eu dans une interview il y a quelques mois ou quelques années. Et il n'avait pas tort. Il disait il y a un moment où la question de la libre circulation va se reposer. Vous pouvez pas, parce que là, on est en train de rentrer dans la logique de l'intégration des Roms. Moi, je suis pour l'intégration des Roms, mais si vous voulez. La question, c'est est-ce qu'on est sur une problématique qui est l'intégration des Roms, et à ce moment-là, la France, machin, etc. Et puis on a une politique générale, ou est-ce qu'on est sur la problématique de la libre circulation, qui a quand même, je veux dire, le problème de l'intégration des Roms pour la France ne se poserait pas s'il n'y avait pas eu la libre circulation. Enfin, je veux dire, voilà. C'est là où je pense qu'il faut quand même une expression sur cette question-là. Mais oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, y compris très européens, qui commencent à se poser cette question comme ça. Je vais laisser répondre les rapporteurs si vous le voulez bien. Je crois qu'on a tous à peu près donné nos questions. Pierre Lequillet. Moi, j'avais posé une question d'abord à laquelle on n'a pas répondu. Et la deuxième chose, c'est que c'est pour ça que je fais le lien à la remarque de Christophe. Je le fais pour les pays qui ne sont pas dans Schengen, c'est-à-dire la Bulgarie et la Roumanie, et qui ont tapé à la porte. Moi, je considère que là, il y a un problème sérieux. Ça n'est qu'un volet du problème de circulation que pose la Roumanie et la Bulgarie. Et moi, je fais le lien. Effectivement. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on accepte qu'ils entrent dans Schengen le 1er janvier 2014. Oui, Madame la Présidente. Oui, alors sur ce point, je crois qu'on est bien au clair, sur le point soulevé par Pierre Lequillet. Il avait accessoirement posé la question du statut. Bon, alors là, c'est visiteur, 3 mois. Alors, il y a une question que je posais. Je me souviens qu'à une époque, c'était le gouvernement précédent, on allouait une somme de 300 et quelques euros. Oui, alors ça a été supprimé. Mais enfin, est-ce qu'il revenait? Oui, alors c'est ça, le bilan qui avait été fait, c'est qu'il revenait 15 jours après. Bon, donc ça n'a pas été très. C'est pas une bonne pratique. Ça n'a pas été. Oui, pour le coup, c'est pas à mettre dans le catalogue des bonnes pratiques. Bon, pour le reste, il y a déjà des réponses qui ont été faites, y compris par ceux qui posaient les questions eux-mêmes. Bon, Marie-Louise Faure est partie, mais ça, toutes les victimes, la prostitution, les trafics, etc., on ne va pas revenir là-dessus. Il faudrait, alors, ça a été dit tout à l'heure par notre collègue Pueyo, l'école obligatoire, certes, mais il y en a beaucoup qui s'y opposent, enfin, qui veulent surtout pas que leurs enfants. Non, mais ça, si, moi, je le maintiens catégoriquement. Hein, ça, c'est évident. Et alors là, c'est vraiment une exploitation éhontée des enfants. On a connu des adolescentes se livrant à la prostitution. Et souvent, l'école du vol, elle commence dès 6 ou 7 ans. Et là, c'est pas entre uniquement les deux magots et le café de Flore qu'on voit ça, mais on voit ça dans les métros, on voit ça dans quantité d'endroits. Moi, je me souviens avoir été au cabinet d'un ministre de l'Intérieur et la police avait arrêté pour quelques minutes des enfants de 6 ans dans le jardin des Tuileries. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire contre un enfant de 6 ans? Donc il ne faut pas là-dessus, je reprends mon expression, il ne faut pas stigmatiser, mais il ne faut pas être trop angélique non plus. Bon, alors, quoi? Je dis c'est Notre-Dame de Paris qu'il faut relire en plus. Oui, non, mais bien sûr, mais on est encore dans Victor Hugo, bien souvent, ou dans Dickens, si on franchit la Manche. Bon, alors, les histoires de sédentarisation, ça c'est pour répondre à Jacques Pierre. Moi, j'ai bien parlé de sédentarisation, je n'ai pas parlé d'intégration. On peut être sédentarisé, mais en étant tout à fait dans des ghettos, si je puis employer cette expression, impropres. Bon, alors c'est un début, c'est une stabilisation, mais c'est pas pour ça. Alors tu as repris l'expression due au général de Gaulle, en fait, à propos d'interlocuteurs valables, ça me semble essentiel. Et c'est vrai aussi pour les gens du voyage. Un des gros problèmes que l'on a, c'est qu'on n'a pas affaire à des organisations responsables. De ce point de vue, ou des patriarches, ou des je ne sais quoi. Et là, il y a même eu une dégradation. Dans le temps, il y avait une certaine hiérarchie et autorité. Et maintenant, ça n'est plus le cas. C'est des situations souvent complètement
anarchique. Donc ça n'est pas très satisfaisant. Alors le fait, mais la remise en cause, j'ai précis que notre ami Carèche se réfère à Édouard Balladur, mais là c'est vrai qu'il y a une menace tout à fait pour le principe de libre circulation. Il faut en être bien conscient et il sera donc probablement bien de s'y référer dans un considérant. Bon, alors, il y avait une ambiguïté, mais je crois qu'elle est levée dans un considérant où on voyait protéger les personnes contre les expulsions forcées. Il s'agit bien des expulsions forcées dans ces États membres qui ne se plient pas. C'est pas chez nous. Parce qu'effectivement, là, on deviendrait critique du ministre de l'Intérieur lui-même. Bon, enfin, je parle de Manuel Valls, là. Bon, donc ça vise, c'est dans le on visait la Roumanie, maintenant on l'a étendu à certains États membres, mais c'est bien ça. Bon, dans nos recommandations, après, je serais même un peu plus directif, peut-être invite, c'est très aimable, même si on accompagne de l'adverbe fermement. Est-ce qu'un site n'est pas plus fort, même pour le 5 et le 5 et le 6, là, enfin, ex 5 et 6, puisque ça va changer compte tenu de ce qu'on a rajouté. Oui, mais je trouve que c'est un peu plus fort, inciter. Ouais. On ne va pas aller jusqu'à oblige, mais. On n'a pas justement sur le Lisbonne qui nous bloque. Quoi ? Oui, bah oui, mais est-ce qu'on est. Oui. Ouais, moi, je crois qu'il faut être plus directif que ça. Hein. Parce que l'écart, là, on est dans un écart de 1 à 100 entre les sommes versées et ce qu'ils utilisent. Donc c'est vraiment... comment ? Ça confine à l'escroquerie. Oui. Voilà, enfin moi ce que j'ai à dire à ce stade... alors Marietta sans doute... Oui, moi, alors il y a quand même... Je rappelle bien, on était quand même dans ce cadre européen. Donc c'est important de ne pas... faire confusion avec ce qui peut se passer dans les États membres. On n'a pas à juger, enfin, on n'a pas finalement à jouer les bons professeurs vis-à-vis des autres États membres. Donc c'est pour ça d'ailleurs je reste persuadée qu'il faut qu'on insiste, qu'on fasse la pression aussi dans le cadre juridique qui nous est permis auprès de l'Union européenne. Il faut que l'Union européenne, lorsqu'elle consacre des sommes importantes, il faut aussi qu'elle ait la maîtrise, justement, de A à Z, du contrôle en cours et a posteriori, et inciter de manière forte les États membres à la mise en place de ces stratégies. Parce qu'on voit très bien, c'est dans le compromis entre les États membres, et on constate que cela n'est pas fait. Voilà, donc c'est une réalité. Donc il faut aussi que l'Union... Peut-être ce sera dans la discussion, c'est à voir à venir. Dernièrement, j'étais avec Charles Verpillière sur la question de l'asile. Si effectivement on considère qu'il faut quand même protéger nos frontières, etc., il faut travailler sur les frontières, mais il faut aussi peut-être se donner les moyens d'assurer, je dirais, l'asile ou d'assurer l'immigration régulière et pas forcément lutter contre l'immigration clandestine, comme ça se pratique aujourd'hui dans certains pays, mais qui n'ont pas fait le choix, mais qui sont des pays frontaliers et qui supportent 88% de l'immigration clandestine en passant par ces pays-là. Je cite par exemple la Grèce et les frontières avec la Turquie aujourd'hui. Donc si c'est une politique européenne, ben, il se dote aussi des moyens d'appliquer cette politique européenne. Donc à un moment donné, je pense qu'on doit se poser aussi ces questions-là dans un débat européen et d'avenir de l'Europe. Sinon, bien sûr, on va être toujours bloqué par le traité de Lisbonne et donc on fait des bonnes directives, on donne des bonnes recommandations, mais on ne fait rien par la suite. Donc je crois que là-dessus, on est tous d'accord pour qu'il y ait une autre, que sur ces questions-là soit traitées différemment aujourd'hui au sein de l'Union européenne. C'est pour ça que j'insiste à ce qu'il y ait une invitation de l'Union européenne à prendre des mesures et pas donner, nous, Français, faire la leçon aux Roumains, aux Bulgares, etc., même si on constate un certain nombre de choses. Voilà. Donc je crois il faut que ça revienne au bon niveau. Ça, c'est Juste sur ce point-là. C'est que ça n'est possible que si on bouge le traité de Lisbonne, parce qu'il faut que les États veuillent bien donner ces compétences-là à l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais on peut demander à quand même être un peu... Mais il faut qu'il y ait une impulsion aussi, parallèlement de l'Union, les États peuvent bouger à un moment donné. Oui. Sinon, il ne faut pas qu'ils se... Voilà.
Donc ça c'est le premier. Non mais tout à fait. Alors, mais c'est dans le débat d'avenir aussi. Donc la question qui a été évoquée aussi sur les questions de trafic, c'est un vrai problème. Je pense que dernièrement, on a eu l'occasion dans notre Assemblée nationale prendre des initiatives à travers tout simplement la ratification d'un certain nombre de conventions, de textes internationaux et européens, et qui nous ont permis de mieux aujourd'hui prendre en compte dans notre droit pénal le crime de l'esclavage, le délit de la servitude, du travail forcé, etc. Et de pouvoir démanteler aussi derrière des réseaux qui sont non seulement dans ces milieux-là, mais aussi dans d'autres milieux qui viennent aussi de ces pays-là. Donc, je crois qu'on a aussi parallèlement d'autres dispositifs qui nous permettent aussi de répondre aujourd'hui au niveau national, mais aussi, je dirais, au niveau européen. La question des bonnes pratiques, vous le verrez dans le détail du rapport. Nous avons cité et analysé pas mal de dispositifs qui ont été mis en place. Les mousses, comment on appelle ça, je ne me rappelle pas le générique. C'est la mise en place d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Donc, on a vu aussi très fortement que là où il y avait des interlocuteurs, c'est là où il y a de l'intégration. C'est là où les choses se passent bien. D'abord l'école et le logement. Et ensuite, effectivement, c'est la question de la santé, etc. Et quand on a des interlocuteurs, et quand il y a une volonté aussi locale, nationale et européenne, les choses se passent. Bon. Donc il faut inciter, donc il faut qu'il y ait effectivement ces bonnes pratiques. Elles existent. Il y a celles qui donnent plus de résultats, d'autres qui donnent moins de résultats. Donc voilà, après, c'est chaque pays qui doit un peu définir dans sa stratégie de privilégier tel axe ou tel autre axe. Et sous les 26,5 milliards d'euros pour l'intégration sociale, cohésion sociale globale, dont il y a une partie pour la population rome, nous n'avons pas le détail. Nous l'avons demandé à la Commission, au service à Bruxelles. Nous attendons toujours la réponse. Donc on n'a donné que le chiffre. Nous espérons, pour la publication du rapport d'information, qu'on aura ces éléments-là. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est qu'une étape d'information, parce qu'il y avait plein de choses dont on n'avait pas forcément eu l'occasion d'aborder dans la Commission sur les questions et faire un point d'étape à l'occasion des stratégies définies au niveau de l'Union européenne. Merci. Alors, du coup, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Vous allez me dire si c'est une bonne idée ou pas. C'est-à-dire que je crois que sur votre rapport, on a rajouté considérant, on a modifié quelques petites choses. Il n'empêche que si ça doit conduire à une résolution, est-ce qu'on dit que formellement on est d'accord sur cette première étape de ce rapport aujourd'hui, mais qu'on vous demande assez rapidement de nous proposer à partir de là une résolution et que nous nous prononcerons par vote sur cette résolution. Est-ce que ça vous paraît la bonne méthode? Est-ce que vous en êtes d'accord, chers collègues? Non, 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 ça se saurait. Non, donc, voilà. On est modeste. D'accord. En tout cas, merci, merci pour le travail déjà accompli. Et puis, on vient de vous recharger la barque, si je puis dire. Donc, mais nous en sommes contents. Merci à vous. Merci. Voilà, et je souhaite bon courage à notre collaboratrice qui va se remettre immédiatement à l'eau.